Ils me disent tous: «Non mais enfin ça va, de tout tu veux prouver quoi de plus en fait que ce toutes les batteries d'examens que tu fais, ils sont très bons». Donc oui, j'ai commencé à douter de moi, me dire sans ascenseur et un jour j'ai monté les escaliers, enfin il faisait déjà très chaud d'une part et j'ai monté les escaliers très vite et là j'ai eu des grosses palpitations et comme l'impression d'avoir un trou noir et j'ai dit à mon mari: «Là ça va pas, faut que j'aille aux urgences». Donc bien évidemment, je suis arrivée aux urgences. Tout allait bien, l'électrocardiogramme était normal, donc du coup ils m'ont dit: «Non, ça doit être un peu un coup de stress que vous avez eu». Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène et Fanny, deux sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti. Aujourd'hui, on accueille Marion, une femme pleine de vie, sportive, maman de 2 enfants, et qui a vu sa vie basculer en l'espace d'1 mois. Son histoire, celle d'un cœur que rien ne laissait présager malade, d'une errance diagnostique, d'une opération à cœur ouvert, mais aussi d'un incroyable parcours de reconstruction. Elle est avec nous pour raconter ce chemin sans détour et avec beaucoup de générosité. Bonjour Marion! Merci d'être avec nous aujourd'hui du coup pour l'enregistrement de ton épisode de Cœur battant. À vous de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et du coup, je vais commencer par une question afin que tu puisses te présenter à nos auditeurs, auditrices. Est-ce que tu pourrais nous donner du coup ton nom et ton prénom, ça c'est si tu le souhaites, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, tes passions si tu en as, et enfin, quel est ton lien avec les pathologies cardiaques? D'accord, alors déjà enchantée tout le monde. Moi c'est Marion Gouaz, j'ai 30 ans et je viens de Marseille. Je suis secrétaire médicale, mais j'ai fait plein de métiers auparavant. J'ai travaillé avec mon mari dans le bâtiment, il y a environ 1 an de ça et donc du coup, j'ai pas forcément de passion en particulier et mon lien avec les pathologies cardiaques on va dire que depuis, mon intervention, je suis complètement dedans et auparavant, je n'en avais, enfin, j'avais mon grand-père qui avait déjà été opéré à cœur ouvert, pour le changement d'une valve mitrale. Donc c'est vrai que je connaissais un petit peu, ce genre d'intervention, mais personnellement, j'avais jamais eu, l'occasion, d'en avoir. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur, le nom de ta Oui, pathologie? alors en fait, ça s'appelle une nanocorde, donc ça, c'est le nom, en anglais, il me semble et en fait, c'est une anomalie, congénitale, donc c'est quelque chose que j'ai depuis la naissance, des artères coronaires. Alors on va revenir un petit peu en arrière, on va poser le décor, puis tu vas nous expliquer comment tout ça est entré dans ta vie. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton quotidien du coup avant, tes soucis, au niveau du cœur? Si tu avais des antécédents médicaux particuliers ou des problèmes de santé? Qu'est-ce que tu peux nous dire, sur, on va dire, oui, ta jeunesse, ton adolescence, comment ça s'est passé? D'accord. En fait, tout allait bien, hein. Moi, j'étais en pleine forme, mais c'est vrai que j'avais, parfois, des sensations d'oppression et des palpitations, on va dire depuis mes 15 ans jusqu'à mes 30 ans. Ça venait, ça partait. Bon, après je suis quelqu'un d'assez hypocondriaque, donc il m'arrivait de consulter des cardiologues et de faire des petits, séjours aux urgences, lors de ces crises d'angoisse parce qu'en fait, à la base, c'était plutôt des crises d'angoisse, selon les médecins. Donc j'avais pas forcément de pathologie. Ça a commencé comme ça par des sensations, d'oppression, de palpitations, ce genre de choses et je n'avais aucun problème de santé. Enfin vraiment tous mes bilans étaient, bons et même quand il m'arrivait d'aller aux urgences ou de voir des cardiologues, les examens proposés par ces médecins étaient tout à fait rassurants donc aucune raison de s'inquiéter.
Donc si tu allais consulter, donc on te proposait quand même des examens pour, vérifier, si tout allait bien, et dans les batteries d'examens, qu'est-ce qu'ils t'ont proposé, par exemple? Quand tu disais que c'était plutôt enfin, vu que c'était des Quand on va palpitations? aux urgences, généralement, ce qu'ils nous font, c'est tout d'abord un électrocardiogramme au repos. Ça, c'est important parce que c'est vrai que enfin, on découvrira par la suite pourquoi. Au repos, qui était bon, il n'y avait aucune anomalie. Des échographies cardiaques aussi, j'en ai eu et après j'avais, les tests sanguins des, enzymes cardiaques pour voir si le cœur est en souffrance, au moment où je me présentais, par exemple, aux urgences et je sentais des douleurs thoraciques, une oppression, on me faisait un bilan sanguin qui comprenait, ces deux marqueurs. Et donc à chaque fois, tous ces examens-là que tu as passés, ils étaient revenus, sans particularité, quoi? À force d'avoir, peut-être fait plusieurs rendez-vous comme ça, est-ce que à ce moment-là, tu commences à douter de toi, de ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Beh, à ce moment-là, je me dis que je suis quelqu'un de très stressé, donc ça, je le sais, très angoissée, très stressée, ça, je le sais, j'ai pas besoin d'avoir, ce genre d'événement pour, savoir, comment je suis et savoir mon tempérament et c'est vrai que j'ai toute ma famille ils me disent tous: «Non mais enfin ça va, de tout tu veux prouver quoi de plus en fait que ce toutes les batteries d'examens que tu fais, ils sont très bons». Donc oui, j'ai commencé à douter de moi, à me dire: «Bon, est-ce que c'est pas un peu, une petite dépression passagère? Est-ce que je vais pas commencer à aller parler à quelqu'un? Peut-être que ça me ferait du bien». Enfin voilà, c'est vrai qu'il m'est arrivé de me poser toutes ces questions. Du coup, ce que tes symptômes qui étaient, à la base plutôt, physiques, tu t'es peut-être dit que finalement ça pouvait être lié, plutôt au côté psychologique, c'est ça? Et oui, oui, tout à fait. Le cerveau peut faire, transmettre des choses et je me suis dit: «Bon, c'est moi qui me trouve, ce genre de c'est mon cerveau qui déclenche ce genre de symptômes». Est-ce que à côté de ça, vu que, bah, voilà, tu es jeune, en bonne santé, a priori, est-ce que, quelle place a le sport du coup dans ta vie? Est-ce que tu es sportive? Est-ce que tu fais des activités Moi, j'ai un physiques? papa qui est très sportif et c'est vrai que depuis petite, enfin le sport, extrascolaire, c'était une obligation. Puis même le week-end, quand il allait à la piscine, je le suivais, quand il allait courir, je le suivais. Après, c'est vrai qu'après en étant adolescente et jeune adulte et en ayant des enfants, c'est vrai qu'après, le sport a pris une place un peu moins importante. Mais oui, j'ai eu des périodes où j'allais courir, toute seule mais j'en faisais pas régulièrement et je ne savais pas ce que c'était vraiment, l'effort physique. J'ai pu l'apprendre en rééducation cardiaque. Tu nous as dit avant que, tu étais quelqu'un qui était hypocondriaque. Est-ce que tu pourrais nous dire, ce que ça signifie pour toi, du coup, dans ta vie quotidienne? Comment est-ce que ça se manifeste et quels sont, bah, les soucis que tu éprouves face à la santé ou, tout ce qui concerne ta Ben, on santé? va dire que j'ai été élevée par ma grand-mère qui est hypocondriaque, donc je pense qu'elle m'a un petit peu transmis, ce côté de ce caractère. Après c'est vrai qu'en étant adolescente, bon après c'est l'insouciance, enfin je me posais moins de questions et c'est vraiment quand j'ai eu mes enfants et ouais, c'est vrai que des fois c'est compliqué à gérer parce que malheureusement j'use beaucoup, d'internet et c'est un de mes défauts parce que, ben, c'est vrai que quand on regarde sur internet, en fait, on a toutes les maladies du monde, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas facile à vivre et pour mes enfants et pour mon mari. Quand je parle des séjours aux urgences, pour moi, ça c'est j'y vais, mais pour mes enfants aussi, il faut savoir que si jamais ils ont un peu trop de fièvre pendant un peu trop de temps, voilà, c'est compliqué à gérer. C'est une grande vigilance et un besoin peut-être aussi de ouais, de savoir, de connaître pourquoi et De vouloir contrôler les du coup, d'un point de vue médical, c'est quoi ton rapport bah, aux médecins, aux hôpitaux, avant tout ça? Est-ce que, bah, du coup, tu y allais, à reculons ou est-ce qu'au contraire, ça te dérangeait pas d'y aller parce que du coup, c'était la pour toi la seule manière d'avoir une réponse à tes questionnements ou à tes symptômes? moi, ça me dérangeait pas du tout d'y aller, pas enfin, de faire des prises de sang régulièrement. Même avant d'avoir ça, c'est vrai que j'aimais bien faire un bilan, sanguin tous les ans, par exemple, pour voir si tout va bien. Ça non, vraiment les docteurs, bah, c'est vrai que j'y allais régulièrement, quoi. Parce on a déjà entendu d'autres personnes qui pouvaient être hypocondriaques, mais pour eux, c'était plutôt dans le sens, avoir carrément peur de se rendre chez le médecin, mais du coup, c'était pas ton cas, tu pas de souci pour t'y rendre et poser les questions et tout et faire les contrôles. Au contraire, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire, si tu te souviens, à partir de quel moment, il y a
bah, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui était pas forcément normal? Ou tu nous disais tout à l'heure que tu commençais à avoir tous ces symptômes-là, vers l'âge de 15 ans, je crois? Ouais, comment ça s'est mis en place et comment tu t'en es Bah, c'est rendu venu compte? quand même assez subitement, hein. Il y avait rien qui pouvait, enfin, que ce soit le côté mental ou quoi, qui pouvait faire, que j'avais une crise d'angoisse, mais c'est vrai que je ressentais des palpitations. J'ai eu une grosse période de palpitations pendant le covid où j'avais des palpitations vraiment toute la journée. Alors après, voilà, est-ce que c'était lié au fait d'être enfermé Voilà, le mode de vie qu'on a eu pendant cet événement et après ça s'est calmé jusqu'en septembre 2024, en fait. Je dirais même août, plutôt même août 2024. Et du coup, c'est quoi en fait la suite en fin de compte? Tu retournes chez les spécialistes et ensuite Alors il en s'est fait, passé en quoi? août, j'habite au troisième étage sans ascenseur et un jour j'ai monté les escaliers, enfin il faisait déjà très chaud d'une part et j'ai monté les escaliers très vite et là j'ai eu des grosses palpitations et comme l'impression d'avoir un trou noir et j'ai dit à mon mari: «Là ça va pas, faut que j'aille aux urgences». Donc bien évidemment je suis arrivée aux urgences, bah, tout allait bien, l'électrocardiogramme était normal donc du coup ils m'ont dit: «Non, bah, ça doit être un peu un coup de stress que vous avez eu». Et ensuite en septembre, j'avais du coup perdu du poids. J'avais perdu 5 kilogrammes. J'ai pris un travail qui était très physique, je courais toute la journée et là, j'ai commencé à avoir autre chose que des palpitations. J'ai commencé à avoir comment dire? Au niveau de l'épigastre, une sensation de serrement, en fait et en fait, ça a commencé comme ça. Tu consultes ou, à ce moment-là aussi ou enfin, j'imagine que oui, vu que tu es hypocondriaque. Qu'est-ce qui, apparaît ou qu'est-ce qui n'apparaît pas et comment on accueille, en fait, en vrai, ta parole? En fin de compte, quand on te dit enfin, quand tu racontes ce qui t'arrive, est-ce qu'on te, j'ai envie de dire, refoule encore une fois ou Alors, pas? un soir, j'ai été pris, en septembre d'une douleur dans le bras et toujours cette sensation de serrement au niveau du sternum et là, du coup, je fais comme il y avait pas mon mari, j'étais seule avec mes enfants et je fais appel aux pompiers. Donc eux, ils viennent me chercher, ils me font un premier électrocardiogramme et j'avais le cœur qui battait très vite, dû certainement au stress et en fait, ils me disent que l'électrocardiogramme est modifié, mais c'est pas non plus quelque chose de très alarmant. Donc soit je consulte un cardiologue, dans un hôpital ou en privé le lundi, c'était un vendredi soir. Ou soit, ben, je demande à être transportée à l'hôpital. Donc, ben, bien évidemment, en tant qu'hypocondriaque, je demande d'être transportée à l'hôpital. Donc du coup, pareil, ils me refont un électrocardiogramme qui là, est stabilisé. Ils me font quand même, un examen avec les marqueurs cardiaques, dans le bilan sanguin. Et donc ils me laissent repartir en me disant qu'il n'y a rien d'inquiétant et ils me prennent rendez-vous quand même avec un cardiologue, de cet hôpital pour le lundi. Donc le lundi, je me présente au rendez-vous et je passe une échographie cardiaque et le cardiologue me dit, mot pour mot que mon cœur, c'est de la bombe et que si un jour je meurs, ça ne sera certainement pas du cœur. Voilà. Donc je repars, quand même rassurée en me disant encore une fois: «Bon, bah, c'était juste une petite crise d'angoisse ou une angoisse passagère, voilà. Et comment, toi, tu vis tout ça? Dans le sens où, ben, période d'incertitude, ton corps, en gros, bah, il t'alarme, il t'envoie quand même, des signaux et en fin de compte, bah, on te dit que t'as rien. Comment est-ce qu'on vit ça en tant que, ben, patient Ben mal, hypocondriaque? mal parce qu'en plus, bah, déjà moi ça me rend pas bien, même mentalement ça me rend pas bien de me dire que je suis pas forcément, enfin c'est pas comme si j'étais persuadée de quelque chose, mais presque en fait et après au-delà de mon ressenti à moi, il y a il y a ce qui impacte les autres en fait, ce qui impacte mes enfants, mon mari qui me voit, faire des allers-retours, tout le temps consulter des médecins, lui parler que de ça, lui dire tout le temps que je me sens pas bien, ouais, c'est compliqué à gérer. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es sentie un peu, délaissée ou voire même, tu te dis: «Je suis Ah folle, oui, c'est dans ma complètement, tête»? hein, complètement et puis en plus moi je voulais pas du tout alors consulter quelqu'un, j'avais jamais fait. Je l'ai fait une fois, donc pendant cette période-là, j'ai pris quelqu'un au hasard, mais bon le courant n'est pas passé. Enfin franchement, je suis ressortie de la séance, je me suis dit: «En fait, bah, je vois pas ce que ça m'a apporté, hein» et je voulais surtout pas rentrer dans le vice de prendre des antidépresseurs pour me sentir mieux. Donc j'essayais vraiment de combattre cette angoisse, comme je pouvais en c'était compliqué.
Où est-ce que tu trouves du coup cette force de persévérer alors que, en fin de compte, tous les examens, sont rassurants et que, ben, à côté, en fin de compte, on va dire qu'il y a quand même tous ces symptômes, qui sont là et qui persistent et que ton corps, en gros, il Bah, te en fait, parle? la force, c'est je l'ai trouvée dans les symptômes qui persistaient justement. Je me suis dit: «Enfin, c'est pas normal» et de me dire que vraiment j'avais aucune raison d'être en dépression ou quoi que ce soit. Je me suis dit: C'est pas il doit y avoir quelque chose, c'est pas normal d'avoir des symptômes et que tout aille bien en fait». Donc j'ai consulté un énième cardiologue et celui-ci, ce fut le bon. Enfin! Qu'est-ce que du coup, quand tu dis celui-là, c'était enfin le bon, qu'est-ce que en fin de compte, il s'est passé, Ben, à ce alors il s'est moment-là? passé que, ben, du coup, j'ai pris rendez-vous déjà un samedi matin. C'est rare d'un cardiologue, d'être disponible le samedi matin et donc je lui explique tous mes symptômes et l'erreur peut-être aussi, j'induisais aussi certainement les médecins en erreur parce que c'est vrai que je leur disais que j'étais angoissée et que j'étais hypocondriaque. Donc l'erreur que je fais bien souvent, c'est que je me présente et je dis: «Voilà, je suis un peu stressée» et donc là, je lui dis mes symptômes, je lui énumère mes symptômes, je lui dis que j'ai perdu du poids et je lui montre mes examens que j'ai passés, de partout et il me dit: «Bon, pour moi, c'est une dépression. Vous êtes en train de faire une dépression, mais dans le doute, comme vous m'indiquez des symptômes, d'une angine de poitrine, donc des artères coronaires qui vont pas très bien et comme vous avez jamais fait de test d'effort, je vous prescris un test d'effort». C'était le premier, du coup, c'est le premier cardiologue qui te prescrit cet examen-là? Tu Honnêtement, j'en ai jamais vu fait plein avant? de cardiologues, mais lui, c'est le deuxième, on va dire, de cette période-là. Le test à l'effort, c'est le premier qui t'a été prescrit? Ou tu en Non, avais j'en avais déjà jamais fait fait un? auparavant. OK, donc c'est vraiment le premier Oui, cardiologue qui te dit: «Bah, explorons cette piste-là pour voir, c'est ça. le cœur à l'effort», en fait, Exactement. c'est ça, hein? Et du coup, qu'est-ce que ça te fait d'entendre, ce nouveau terme, on va dire? Enfin, je veux dire, vu que tu en as jamais entendu parler avant, c'est quoi en fin de compte, ton ressenti par rapport à ça? Tu te dis: «Ouf, enfin je me suis entendue» ou encore une fois quelqu'un qui n'a Non, pas au contraire, je me compris? dis que bon, même si, mot pour mot, il me dit, qu'en gros, pour lui, je suis en dépression, même si je trouve pas de raison de l'être, mais voilà, c'est tous les symptômes, ça peut être lié à ça. Je me dis que c'est quelqu'un qui va enfin me proposer quelque chose que je n'ai jamais fait, qui va explorer, avec d'autres examens. Et donc du coup, tu as fait le test Ouais, c'est d'effort, ça. c'est ça? J'ai fait le test d'effort et donc on pédale sur un vélo et puis on est scopé pour voir comment notre cœur réagit lors d'un effort, ça commence à un effort bas jusqu'à un effort intense jusqu'au maximum où on peut aller. Donc je commence le test d'effort et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport donc je me dis: «Punaise», j'étais essoufflée mais sans plus quoi. Je lui dis: «Je suis pas sportive» et il me dit: «En effet, ça se voit» et puis arrivé à un certain moment, je crois que ça a duré environ 7 minutes, il me dit: «Bon, ben, c'est bon, on arrête tout», il me le dit pas immédiatement en fait le problème. Il me dit: «Bon, on arrête tout, c'est bon, on a fini». Donc du coup, je me mets à son bureau. C'est à la suite, tu as le test d'effort, puis ensuite, tu as directement après ce test d'effort-là, la consultation avec lui où il est censé te dire, qu'est-ce qui s'est passé pendant le test, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc il me dit qu'en fait, mon test d'effort est positif. Donc au début, je comprends pas trop. Je me dis: «S'il est positif, c'est que ça va». Mais en fait non, c'est pas ça les tests d'effort. Quand c'est positif, c'est que c'est pas bon. Donc du coup, il me dit qu'en gros, mon cœur à un certain effort, il est en souffrance et par contre, en fait, ce qui était, étrange, c'est que donc cliniquement, j'allais bien. J'avais pas de symptômes, j'avais pas de douleur, pas d'essoufflement, pas d'oppression, mais qu'électriquement, le test d'effort était positif. Donc il me dit: «Ça peut être un faux positif, ça arrive chez les jeunes femmes». Voilà, ça arrive, mais dans le doute, je vous marque un coroscanner parce que, quand il y a un test d'effort qui est positif, la suite du processus, c'est de faire un coroscanner, d'explorer les artères coronaires du cœur. Mais vous êtes pas pressé de le faire, même si vous le faites dans 6 mois, vraiment pas de problème, ne vous prenez pas la tête avec ça, il y a pas de souci. Du coup, il t'indique un spécialiste, chez qui faire ce coroscanner? Ou c'est lui-même qui doit le faire? Ça se fait dans le même Ouais, endroit voilà. ou En fait, pas? c'était dans un hôpital que j'ai fait le test d'effort, parce qu'il consulte, également dans un hôpital. Donc je me rends à l'accueil, de l'hôpital qui me donne un rendez-vous pour le 11 janvier 2025 Et tu l'as fait quand le test et le d'effort, on c'était le quand? test d'effort, c'était en octobre. C'était en octobre 2024 et on me donne rendez-vous pour janvier 2025. Donc bien évidemment, moi, quand on me dit que mon test d'effort,
et litigieux. J'attends pas le 11 janvier pour faire un examen, complémentaire, quoi, si on me dit qu'il y a un problème, donc je fais des pieds et des mains et j'ai trouvé, finalement un rendez-vous pour un coroscanner, je crois que c'était une semaine après. Bravo, chapeau. Non, parce que je me dis c'est pas facile à obtenir donc je me dis, chapeau. Pour le la semaine d'après, c'est chouette. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste du coup un Alors un coroscanner, coroscanner? Ça c'est se passe comme comment? c'est un scanner, enfin on rentre dans la machine, sauf qu'en fait c'est avec un produit, de contraste. C'est avec une injection, donc en intraveineuse, qui va, envoyer le produit de contraste dans les artères, dans les veines, enfin dans toutes les veines du corps, mais là spécifiquement ce qu'on recherche, c'est de voir les artères coronaires et la vascularité du cœur, donc pour voir si elles sont par exemple calcifiées ou ce genre de choses. Je vais juste, je peux te demander pour, ceux qui nous écoutent d'expliquer, si tu sais, hein, ce que c'est les artères coronaires? Parce que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup Visualise. qui visualisent ce que c'est, en C'est, fait. du coup les 2 artères qui, du coup qui sont autour du cœur et qui sert à vasculariser le cœur en donc il y en a je sais pas s'il y en a 2 ou s'il y en a 2 et une qui se une des 2 qui pas qui se divise ou quelque chose comme ça. Mais je sais que principalement on en a 2. Oui, en fait, elles font c'est comme, une genre de couronne autour du cœur et en gros, c'est ça qui va irriguer le muscle cardiaque pour que lui-même puisse avoir, du l'oxygène pour fonctionner aussi, pour, ben, bien pomper tout ça. Donc tu es donc dans ce scanner, on t'injecte le produit de contraste pour vérifier, les artères et tu parlais, aussi, tu nous disais, voir si les artères, elles sont calcifiées. Tu peux dire ce que c'est? Oui, bah, c'est les artères parce que quand, par exemple, on a des problèmes de diabète ou le tabac, c'est des plaques, en fait, qui se forment et qui bouchent les artères et après qui causent les infarctus. Du coup, l'artère calcifiée, quand elle est calcifiée, son diamètre est réduit, en fait, par ces plaques de ces amas qui sont laissés, dans l'artère, quoi et donc ça se réduit et donc le passage du sang, se fait moins bien et effectivement, le risque aussi, c'est qu'il y ait un morceau de la plaque qui se détache et ça, bien sûr, c'est pas bon non plus. Donc dis-nous comment ça se passe pour toi quand tu es dans ce scanner? En tant que jeune femme très courageuse, j'ai demandé à mes grands-parents de m'accompagner parce qu'il faut savoir que j'avais plus peur de l'examen en lui-même que du résultat. Parce que je me disais: «Bon, des artères calcifiées, je fume pas, j'ai pas de diabète, j'ai pas de cholestérol, enfin, j'ai quand même une hygiène de vie, normale, quoi, donc pas de raison, quoi» et j'avais plus peur de faire un choc, par rapport aux produits d'injection parce que j'en avais jamais eu auparavant que du résultat et donc ma grand-mère, elle me dépose devant la salle et par contre, donc du coup, pour passer un coroscanner, il faut que le cœur batte lentement, enfin lentement, à un rythme assez bas et j'étais tellement stressée que la personne, du coup le manipulateur qui m'a fait passer le scanner, il a été obligé de m'injecter, 3 fois des bêta-bloquants pour, le bêta-bloquant c'est un genre de médicament pour, faire descendre, le rythme cardiaque et il m'a dit: «En 25 ans de carrière, c'est la première fois que je vois ça, en fait». Parce qu'en fait, ça peut fausser les images quand le cœur bat trop vite. Mais bon, il a quand même, réussi à le faire. Donc c'était pas évident mais bon, ils ont réussi à apaiser ton cœur. Peut-être pas toi, mais le cœur, oui, il a battu lentement. Ça dure longtemps ou pas? L'examen en lui-même, il dure pas longtemps, mais avec toutes ces choses, ça a duré, au moins 30 minutes. Est-ce que, après le scanner, tu obtiens des résultats, donc tu es obligé d'attendre et on te donne les résultats dans la foulée? Ou est-ce qu'il faut que tu retournes chez un médecin cardiologue pour Non, non, en obtenir tes fait, on me les donne, résultats? on me dit: «Bon, ben, très bien, représentez-vous à l'accueil là où vous êtes enregistrés et la secrétaire vous donnera les résultats». Donc du coup, je vais avec mes grands-parents, attendre mes résultats. C'est un peu, comme, je schématise pour les gens qui nous écoutent, mais c'est genre on va faire une radio pour, je sais pas moi, vérifier, le bras ou la jambe. On prend les clichés, on se rhabille, on attend dans la salle d'attente jusqu'à ce que les clichés soient prêts et qu'on vienne réceptionner, tout ça, c'est C'est ça? C'est à exactement peu ça, près ouais. ça? Et du coup, qui c'est qui te donne les résultats? Bah, Comment ça se passe? du coup, j'ai même pas eu le temps de enfin, j'attends 5 minutes et là, j'ai une dame habillée en blanc donc je me dis de suite que c'est une médecin qui vient me voir et qui me dit: «Madame Rispoli», mon nom de jeune fille: «Il faut que je vous parle». Donc là, je me dis: «Il y a pas bon» parce que bon, bah,
Généralement, c'est la secrétaire qui est censée les donner quand tout va bien. Là, c'est quelqu'un qui est habillé en blanc. Donc voilà, elle me dit qu'elle est manipulatrice radio et qu'en fait, en effet, il y a un problème avec mes artères coronaires. Donc bien évidemment, je me retrouve au milieu de ce hall d'hôpital en pleurs parce que, ben, ça me fait peur, quoi et elle me dit: «Non, mais je peux pas vous expliquer comme ça». Donc elle me fait rentrer dans son bureau et elle essaye, tant bien que mal de me montrer l'anomalie de mes artères. Elle essaye de te le montrer, de quelle façon? Elle a les images, en fait et elle me dit: «Bon, ben, voilà, vous avez ça, ça, ça comme anomalie, donc voilà, c'est brutal». Bon, après, en même temps, je peux comprendre, ils ont pas que moi comme patiente, donc voilà, c'est déjà bien qu'elle prenne 5 minutes pour expliquer les choses, donc mais c'est brutal. Mais c'est brutal, oui, 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 j'imagine. Et donc le rendez-vous, dure enfin, je veux dire, l'annonce, le diagnostic final que tu obtiens, il dure enfin, ça dure pas longtemps. On t'annonce ce qui va pas. Est-ce que à ce moment-là, comment tu te sens et est-ce que tu comprends? Ben, je comprends vite fait qu'il y a ben, de toute façon, elle m'explique mot pour mot. Elle me dit: «Vous avez une artère qui est, bloquée entre, 2 gros vaisseaux du cœur». Non, au niveau de l'explication, j'ai assez compris assez rapidement et elle me dit: «Ne vous inquiétez pas, ça fait 30 ans que vous vivez comme ça. C'est dangereux à l'effort. Voilà, tant que vous avez pas revu votre cardiologue et un chirurgien cardiaque, ne faites pas d'efforts et vous pouvez vivre, continuer de vivre normalement». OK, donc ça, c'est ce qu'on te dit, quoi. On te dit: «On a vu ce problème-là et on te laisse repartir à la C'est ça, maison». exactement. Et comment là, c'est plutôt ton ressenti que je cherche à avoir. Comment tu vis tout ce processus-là d'annonce de ce diagnostic-là, en et puis le fait de devoir retourner chez toi comme ça et d'attendre le rendez-vous chez Ben, moi, le je me suis dit que cardiologue, j'allais quoi? mourir, en fait. Je regardais mes grands-parents, je faisais que pleurer. Je me suis dit: «Ben, voilà, je disais toujours que j'allais mourir jeune et ben, voilà, je vais mourir jeune, en fait». Mais maintenant ça j'en rigole parce que bon, ben, voilà, c'est du passé. Mais sur le coup, ça a été horrible. J'appelle mon mari pour lui dire et puis je fais des pieds et des mains pour, ben, en fait, pour voir mon cardiologue parce que je me dis: «C'est pas possible qu'on nous donne, un examen qui est pas bon en nous disant: "Il y a un problème", enfin, c'est voilà et de nous dire: «Bon, ben, prenez rendez-vous», les rendez-vous, je sais les rendez-vous médicaux, je sais que c'est quand même assez compliqué. J'ai aucun à part mon cardiologue, aucun contact de chirurgien cardiaque ou de quoi que ce soit. Enfin, vraiment, je connais pas du tout, ce milieu et donc du coup, je fais des pieds et des mains pour, revoir mon cardiologue et je vais le voir dans l'après-midi. Et tu avais besoin aussi de je pense de à ce moment-là d'être rassurée et qu'on te dise, quelle est la suite peut-être des C'est ça, événements? parce que bon, ben, bien évidemment, je regarde un peu sur internet pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir pourquoi en fait, enfin et non et du coup, j'obtiens un rendez-vous avec lui assez rapidement. Tu as quel âge du coup quand, 30 tu ans. as le diagnostic là? 30 ans, OK. Moi, j'avais une question dans le sens où, ben, ça n'a jamais été vu avant et je voulais savoir, est-ce que tu étais pas en colère envers tous les autres, spécialistes, par qui tu étais passé? Dans le sens où, bah, en fin de compte, ils t'ont tout le temps dit que tout allait bien. Alors peut-être, oui, tu as dit, comme tu avais dit précédemment, que tu étais angoissée et que tu étais hypocondriaque, mais du coup, ça veut dire qu'ils ont pas vraiment considéré ton propos par rapport à tes antécédents Bah oui, d'hypocondriaque? j'étais très en colère, hein, d'ailleurs je le dis tout le temps, hein. Je dis en fait que pas uniquement pour moi, mais quand je vois que j'ai toujours fait du sport, même en étant petite parce que ben, je l'ai depuis que j'étais petite, que ça il n'y aurait pas eu avoir un accident, bah, bien avant. Et j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours été dans des clubs de sport en étant enfant. À part des certificats médicaux, rien n'est demandé d'autre, aucune exploration et ça je trouve ça enfin maintenant en ayant eu ce problème, je trouve ça super dangereux, que les enfants fassent du sport, des fois à haute intensité, sans avoir eu une exploration cardiaque, pour savoir si tout va bien. Donc oui, vraiment, colère, à ce niveau-là. Un laisser je pense qu'il y a un gros laisser-aller, à ce niveau-là. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi parce que ayant eu un peu, pas la même chose, mais on va dire que, pareil, je faisais beaucoup de sport et ils ont jamais rien vu, jusqu'à mes 12 ans donc je suis d'accord avec, ta réflexion et donc on peut considérer, ta maladie en tant que, Oui, c'est congénitale, ça. c'est bien ça? Et une fois, que, le diagnostic, a été posé, qu'est-ce que c'est la suite en fin de compte, pour toi? Donc tu es allée chez ce cardiologue,
l'après-midi même, d'après ce que j'ai compris et en fin de compte, bah, lui, qu'est-ce qu'il dit? Parce que je crois que c'est celui-là qui t'a déjà suivi, non? C'est celui qui m'a fait faire le test d'effort, donc je retourne le voir en lui disant: «Voilà, le coroscanner que vous m'avez prescrit». Donc du coup, j'ai fait pas des pieds et des mains, mais je me suis débrouillée de trouver un rendez-vous assez rapidement parce que, bah, ça m'inquiétait et il me dit: «Bon, bah, en effet, heu, voilà, ce que vous avez, c'est très, très rare». Donc et moi, ma plus grande question, en fait, c'était je savais que enfin, voilà, avoir une pathologie cardiaque, c'est pas cool, mais en fait, ma plus grande peur, c'était l'intervention, l'opération à cœur ouvert. Donc moi, ma première question, c'était: «Mais est-ce qu'il faut que je me fasse opérer?» Même à la médecin radiologiste, c'est vraiment la première question que je lui ai posée, c'est: est-ce qu'on doit ouvrir, pour opérer?» Bon, elle m'a répondu qu'elle savait pas et que peut-être avec un stent, mais je pense qu'en fait, vu le trajet de l'artère, c'est enfin voilà, c'est en fait, ça se voit et donc il me rend mon dossier, il me dit: «Écoutez, moi, je peux plus rien faire pour vous parce que là, ça dépasse mes compétences. Moi, je suis que cardiologue et je suis pas chirurgien cardiaque». Il me donne le nom d'une personne dans un hôpital. Il me dit: «Voilà, c'est un très bon professeur, allez voir cette personne» et le problème qu'il me dit, c'est que c'est très rare et que bien souvent, ça se voit aux autopsies. Donc c'est pas un truc, voilà, je rentre pas sereine. Donc compliqué, très compliqué. Bah, en fin de compte, ton hypocondrie Cité. ticité, oui, mais je sais pas comment ça se dit, mais le fait que tu es hypocondriaque, je pense que ça t'a un peu sauvé la vie, en fin de compte, parce que si on le voit à l'autopsie, ça veut dire qu'on est mort. C'est ça, mais C'est dingue! Moi, j'avais la question, c'est est-ce que tu dis que c'est très rare? Est-ce que tu as un chiffre, une prévalence ou un truc, non, on te dit pas? vraiment, très, très rare, quoi. Très rare parce qu'en fait, après ce que j'ai su par la suite, c'est que selon les médecins, mes symptômes, ça venait pas forcément de là. Les symptômes, c'est des symptômes assez brutaux. C'est, bah, des syncopes ou des morts subites à l'effort. Donc bon, ça venait là, Ah ça ouais! venait pas de là, je sais pas. Bon, dans tous les cas, ce que je sais, c'est qu'en quelque sorte, avec ce cardiologue, même si ses mots sont durs à entendre et sont crus, je me suis sauvé la vie et il m'a en quelque sorte, sauvé la vie. Enfin, il a contribué, à ça. C'est incroyable, hein, quand même, hein. Ouais. C'est J'en reviens pas. Ouais. Heu Ouais. et du coup, comment tu vis le fait enfin, en fin de compte, du coup, il a répondu à ta question ou pas du tout, le fait qu'il faut se faire, opérer, à Oui, il cœur a été, ouvert ou franc avec moi. Il a dit que la plupart du temps, oui. Après, ça dépend du trajet des artères, en fait. Tout dépend du trajet. Il y a des personnes qui ont cette anomalie, mais si l'artère n'est pas comprimée entre les 2 gros vaisseaux du cœur, c'est quelque chose qu'on n'opère pas. Mais là, ce qui posait problème, c'est que l'artère avait un trajet qui était très dangereux parce qu'en fait, elle était comprimée avec 2 gros vaisseaux. Justement, en fait, mon artère coronaire passait entre l'aorte et l'artère pulmonaire. d'accord et donc elle était En fait, elles comprimée naissaient pas alors? du bon endroit déjà de base, parce qu'en fait, elles naissent toutes les 2 d'un côté, différente. Mais là, elles naissaient du côté que de l'autre artère et en fait, elles passaient entre les 2 vaisseaux. Et comment tu vis, en fin de compte, le fait de devoir enfin, que tu aies eu la réponse, qu'il faut ouvrir, le thorax et te faire opérer pour que tu puisses, on va dire, avoir une vie normale par après? Grand-père, comme je vous l'ai dit, s'était fait opérer, il y avait 20 ans, année pour année. J'étais petite, je crois que je devais avoir, 6-7 ans et déjà à l'époque, j'ai eu le souvenir de l'avoir vu, pas dans un mauvais état, hein, de l'avoir vu, à l'hôpital après l'intervention. Ça allait très bien. Après, il est toujours en vie, ça fait 20 ans et Dieu merci, je touche du bois, il pète la forme. Donc ça va et je savais déjà comment ça allait se passer puisque des fois quand on parlait de comme je suis hypocondriaque et des fois je lui disais: «Mais tu te rends compte papy, l'intervention que tu as subie, enfin, ils ont ouvert ton thorax, ils t'ont arrêté le cœur». Enfin, je trouvais ça dingue, en fait. Je trouvais que c'est vraiment l'intervention qui pouvait me faire le plus peur de toutes les interventions, en fait. J'imaginais pas pire. Et en fin de compte, pourquoi, ça te fait si peur? C'est quoi la en fait, le mot peur, ça englobe beaucoup de choses, mais en fin de compte, ça englobe, quoi? Le de cette intervention, la peur, c'est moi, ma principale peur, c'était que mon cœur soit arrêté et qu'il reparte pas, en fait. Tout simplement. Après l'ouverture, l'anesthésie, ce genre de choses, bon voilà, mais la chose principale, c'était l'arrêt du cœur, pendant l'intervention. Le cardiologue qui te dit: «Il faut, du coup se faire opérer pour que cette malformation puisse être modifiée, que ça puisse être,
réparer en quelque sorte, il t'envoie chez un professeur et tu obtiens un rendez-vous sous quel délai? Parce que toi, tu es dans un enfin, tu sais maintenant que tu dois te faire opérer, tu disais que c'est ta plus grosse peur. Donc j'ai enfin, est-ce que tu attends longtemps avant ce rendez-vous-là et de savoir plus? Parce que ça tu dois être dans un état, ben, quand même de stress intense. Tante à moi qui est, médecin généraliste et qui est en contact avec, un professeur, Mmh. de chi enfin, de chirurgie cardiaque, en fait. Et donc c'est vrai que je réussis à avoir un rendez-vous assez rapidement et les choses se sont faites, très rapidement puisqu'entre l'annonce enfin, entre le cours scanner, l'annonce du diagnostic et mon intervention, il y a eu un mois. Donc les choses se sont fait vraiment très rapidement. Bon et c'est quelque part, très bien pour toi parce que je pense que sinon tu en aurais beaucoup souffert, bah, tous les jours, quoi. Voilà. Et donc du coup, tu vas, chez ce je sais pas si c'est un professeur ou un chir juste, mais en tout cas, tu vas chez cette personne et en fin de compte, ce spécialiste, va t'annoncer qu'il faut opérer et comment ça se passe? Je vais le voir avec mon mari parce que mon mari, il a tenu à être, là avec moi, sachant que bah, j'étais stressée et que c'est vrai que je voyais toujours, le côté le plus négatif des choses, quoi. Donc il m'a dit: «Au moins, tu rentres pas du rendez-vous en m'expliquant et là, au moins, j'entends vraiment ce qu'on te dit». Et donc oui, il me dit qu'en fait, lui, il est rassurant. Il me dit que pour lui, c'est une opération du cœur et à cœur ouvert, certes, mais c'est comme une appendicite pour lui. En fait, il s'agit juste de rebrancher un tuyau au bon endroit et qu'il en a opéré déjà auparavant. C'est certes rare, mais c'est des cas qu'il a pu, traiter et qu'il y a même, des gens qui reprennent le sport, d'un niveau professionnel après cette intervention. Donc pas d'inquiétude à avoir. De plus, que je suis jeune, je suis pas en surpoids, j'ai pas de diabète, de cholestérol, enfin, j'ai tous les je coche toutes les bonnes ca enfin les cases pour que l'intervention se passe, bah, du mieux possible. Et à ce moment-là, enfin, du mieux possible, oui. Et donc, l'opération en elle-même, est-ce qu'elle s'est bien, passée? J'imagine que oui, sinon tu serais pas là. Mais on aimerait savoir quand même. Et sous quel délai? Pardon, mais du coup, tu es au rendez-vous avec lui et il te dit: «OK, il faut faire opérer». Bon, savoir effectivement comment ça s'est passé, c'est une chose. Mais du coup, combien de temps après il te propose l'opération, Le lui? rendez-vous que j'ai eu avec lui, c'était le jour d'Halloween, c'était le 31 octobre. Il me fixe un rendez-vous 2 semaines après, je crois, ou une semaine après pour faire une, coronarographie. Donc, un examen un petit peu plus approfondi, de mes artères coronaires pour vraiment voir, ben, du coup, vraiment voir si elles sont assez, si elle est assez grosse, du moins l'artère qui a un problème, qui a le problème et quelle méthode parce qu'il y a plusieurs méthodes pour réparer cette anomalie, quelle méthode il va pouvoir utiliser et c'est après cette coronarographie, c'est le jour où je passe la coronarographie que je rencontre également l'anesthésiste et qu'on programme une date, pour l'intervention. Ça s'est fait, 3 semaines après, quoi. Et est-ce que, tu te souviens comment ça s'est passé la coronarographie? Parce que c'est Oui, assez c'est vrai. spécial Ben quand en même, fait, hein? j'y suis allée, sereine parce que je me suis dit: «Franchement, vu ce que tu vas t'apprêter à vivre, après la coronarographie, tu peux pas être stressée pour une coronarographie, c'est pas possible. Donc vas-y sereine». Donc non, j'y suis allée très sereine et sur la table, du coup d'examen, ils m'ont demandé si je voulais quelque chose pour me détendre et j'ai dit que non, ça allait quoi, j'étais pas du tout stressée et par contre, c'est un endroit où il fait froid, où, ben, on n'est pas beaucoup couverts et ils sont venus me voir, ils m'ont dit: «Par contre, vous êtes trop crispés, donc là, on est obligé de vous injecter, un tranquillisant juste pour que vos artères et vos vaisseaux se décrispent un peu». Donc non, j'étais pas spécialement, ça allait. C'est sûr que c'est pas en fait, c'est pas agréable comme sensation, mais ça a été rapide. Par contre, le cardiologue, interventionnel m'avait prévenu que ça risquait de durer longtemps parce que comme il cherchait une malformation, ça pouvait prendre plus de temps, mais en 30 minutes, la malformation enfin, ils ont trouvé le problème et ça a été très rapide. En gros, ils endorment le poignet et du coup, ils passent par le poignet par une petite sonde et ils remontent jusqu'au cœur et c'est là où ils peuvent voir, tout ce qui est, coronaire, au niveau cardiaque. Comment est-ce que tu annonces tout ça à ton entourage, à ton mari, tes enfants?
tes grands-parents? Parce que j'ai cru comprendre que tu étais très proche, d'eux. Mes grands-parents, ça a été dur pour eux, cocheur, parce que, ils étaient avec moi, en fait, quand j'ai appris ça. Mon grand-père qui est très sensible, il était en pleurs. Ma grand-mère, non, par contre, elle a jusqu'à l'intervention, elle était pas inquiète, elle me disait: «Ça va bien se passer». Enfin, vraiment, elle me remontait le moral tout le temps. Mon mari, pareil, il était très, très confiant. Il me remontait le moral et mes enfants le enfin, ils se sont mis à pleurer quand je leur ai dit, parce que le cardiologue m'a expliqué au niveau des délais, d'hospitalisation. Donc ils se sont un peu mis, voilà, ils se sont un peu mis à pleurer quand je leur ai dit que c'était en gros entre 2 et 3 semaines où je serais pas à la maison. Mais après, ils ont enfin, je pense qu'ils sont encore petits pour réaliser ce genre de choses, quoi, enfin Donc globalement, ils ont bien réagi, on va dire et puis mais ils étaient oui, très oui, oui. émotifs. Oui, oui, ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué. L'opération du coup en elle-même, ça s'est bien passé, le cœur a repris d'après ce que je vois là à l'écran. Et en fin de compte, ben, quand on est à cœur ouvert, on a une circulation extracorporelle. Et est-ce que tu te rappelles de ton état d'esprit juste, avant l'opération? Vu qu'avant, tu as justement dit que tu avais pas stressé pour la petite, mais pour la grosse, En c'était fait, autre moi, je chose. suis rentrée à l'hôpital, donc mon intervention, elle était programmée, pour le lendemain et donc du coup, le professeur qui devait m'opérer est venu m'annoncer que au niveau des places en réanimation, il se peut que mon intervention allait être décalée au su au surlendemain. Mais bon, de quand même, enfin, que je serais informée le jour même. Donc je me suis préparée le jour même qui était prévu, initialement, jusqu'au dernier moment et là, c'est vrai que ce jour-là, j'étais pas bien, en fait. J'ai appelé toute ma f en fait, déjà, l'intervention était prévue pour 13h. Et je trouvais ça, étrange de se faire, opérer à 13h. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était plus, tôt le matin qu'au début d'après-midi, quoi. Donc déjà l'heure me convenait, pas trop et j'ai appelé toute ma famille en pleurant, vraiment je pleurais. Jusqu'au moment où, un autre professeur est rentré pour me dire qu'en fait l'intervention était décalée au lendemain et pas assez de place en réa pour moi. Et donc du coup, là, j'ai pu un peu souffler. Mon mari me disait: «Mais quand même, tu te rends compte, tu étais prévue pour aujourd'hui» et moi, en fait, je me suis dit: «Non, en fait, ça va, c'est je préfère» et le soir même, je suis descendue dans le hall de cet hôpital pour, dire au revoir à mes enfants et à mon mari qui rentrait, à la maison et là, j'ai recroisé une, connaissance à moi qui a été greffée du cœur et ça fait 7 ans qu'elle a été greffée du cœur et en fait, du coup, quand je l'ai vue, je me suis dit: «Mais en fait, c'est un exemple. Je peux pas pour l'intervention que je vais avoir». Alors certes, on va avoir le même protocole, on va dire, mais enfin, ce qu'elle a vécu, c'est fois plus dangereux que toi et elle est là, elle est avec sa fille, elle est en vie. Donc je me suis dit: «Tu peux pas, non, tu peux pas avoir peur, quoi» et en fait, du coup, le lendemain, je me suis rendue au bloc opératoire, avec le sourire, en pleurs et même mon mari, il m'a dit: «Franchement, mais tu m'as impressionnée». C'est trop mignon. Bravo! Ouais, bravo, vraiment. Et du coup, tu te réveilles assez bien ou J'avais un peu dans le tellement entendu, gaz? dire, qu'en fait, le réveil dépendait du moment où on s'endort et en fait, après, j'étais, certes bien, mais j'ai eu des personnes, extraordinaires, les anesthésistes qui m'ont mis, comme dans un petit cocon, qui m'ont fait écouter la musique que je voulais, qui m'ont dit: «Pense à quelque chose». Puis il y en a une qui m'a dit: «Pensez à vos enfants». Je dis: «Non», qui commençait à me parler de mes enfants, je dis: «Alors par contre, on va pas parler de ça parce que sinon c'est sûr que je vais pleurer en m'endormant». Et non vraiment, je me suis endormie très sereine et je me suis réveillée aussi très sereine. Vraiment, c'est dingue. Et tu passes combien de jours, en réa? 3 jours. 3 jours? Ah oui, c'est rapide, hein. Tu la réanimation, ça a pas été en fait, ça a été le côté le plus compliqué pour moi, vraiment. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi? On m'a parlé de la réanimation, l'anesthésiste m'en avait un peu parlé. J'avais cherché sur internet comment c'était. J'avais jamais vu en fait, hein, les salles de réanimation, ce genre de choses. Mon grand-père se souvenait pas du tout de son séjour en réanimation, donc impossible de me dire, quoi que ce soit et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, alors on est bien entouré, hein, mais que ce soit aussi, en fait, le fait d'être allongé pendant 3 jours, de pas pouvoir, bouger, de pas pouvoir marcher, enfin, c'est vraiment,
ça m'a choquée. Qu'est-ce qui t'a choqué? Enfin, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont été difficiles pour toi à vivre, outre le fait de rester, allongée sans bouger? Ou est-ce qu'il y avait des choses auxquelles tu t'attendais pas? Toi, c'était compliqué à vivre ou? Une fois que la porte se referme, on se retrouve seul dans cette chambre. La famille peut venir nous voir, mais en fait, c'est un je me sens je voyais mes journées, comme si elles étaient, saccadées parce que je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. Puis après, il y a tous les branchements, tous les enfin, heureusement qu'ils peuvent voir tous les paramètres vitaux, mais enfin, vraiment tout et encore on se voit pas, en fait. Mais après quand mon mari m'a expliqué, enfin les enfin ce qu'on a dans le cou, les drains, bon les drains on les voit, la sonde urinaire, ouais c'est assez étrange. Mais t'as pas été prévenue, par l'anesthésiste qui aurait, Ben on m'a dit vu que j'allais tout être ça? branchée, donc moi je me suis dit: «Branchée, je vais être scopée quoi». Je m'étais pas dit tant de choses, donc non, Ouais. j'ai non. Après les drains, je savais. C'est vrai que j'avais jamais vu à quoi ça ressemblait, enfin Moralement, c'était ça le plus dur pour toi, là, durant ouais. les 3 jours? C'était ça, de te retrouver, comme ça, justement avec tous ces branchements, mais vraiment, de tous les côtés, que ce soit les cathéters, les drains, la sonde urinaire, enfin, il y a Et la vraiment fatigue tout, quoi, aussi parce en fait. qu'en fait, on prend en compte, J'avais tout le l'organe. j'ai une infirmière qui m'a demandé parce que je me suis réveillée et dès que je me suis réveillée, mon mari a pu venir me voir, chose qui était normalement interdit, mais je sais pas comment il s'est débrouillé pour venir me voir et l'infirmière le soir même, elle: «Vous voulez si vous voulez, je vous donne votre téléphone», mais je n'arrivais même pas à regarder mon téléphone en fait. C'était une grande fatigue et puis surtout l'envie de vomir, pas manger pendant 3 jours, j'ai rien pu avaler pendant 3 jours et en fait, je me sentais vraiment, dépérir. Je me suis dit: «Si je me suis faite opérer pour être comme ça, enfin c'est un truc de fou, quoi». Après ces 3 jours en réanimation, tu pars dans quel service ensuite? De chirurgie cardiaque et ce qui m'a le plus, en fait, ça a été fait très brutalement. Je savais que je sortais le vendredi de réanimation pour retourner en chambre, mais, en une matinée, tout a été débranché et bon, il y a des choses qui sont pas ultra agréables et je suis passée d'un endroit où mes paramètres vitaux, ils étaient vérifiés, mais, comme pas possible et en fait, quand je suis remontée en chambre, je n'avais plus rien. J'étais même pas scopée et je me suis dit: «Mais en fait, s'il m'arrive quelque chose», parce que je suis pas toujours accompagnée en chambre, s'il m'arrive quelque chose, je vais mourir là, toute seule dans cette chambre. Ça, c'était et quand je suis remontée en chambre, j'étais en pleurs, en fait, hein, j'étais sur le brancard en pleurs et j'ai retrouvé, un infirmier et lui qui m'a accueillie, du coup, quand je suis rentrée à l'hôpital, qui a été d'une bienveillance, mais extrême, qui m'a pris la main, qui m'a dit: «Vous avez le droit de pleurer, vous inquiétez pas, on est là pour vous». Enfin, vraiment une équipe, que ce soit en réanimation ou en service de chirurgie cardiaque, vraiment une équipe, extraordinaire. C'est super chouette, c'est trop bien que le personnel soignant ait pu être à l'écoute et t'accompagner du coup, dans ce moment qui était plutôt rude, parce que très abrupt de «je surveille toutes mes constantes et puis ensuite on débranche tout en une matinée et puis c'est bon, ça ira». Je comprends, c'est assez rude. Et du côté de ton entourage, est-ce qu'ils ont pu venir, te rendre visite à l'hôpital pour te soutenir? Parce que je sais qu'il y a par exemple, tes enfants, je sais pas s'ils ont pu venir en réanimation ou pas? Non, ils ont pas pu venir en réanimation. En réanimation, j'ai eu du coup mon mari le premier jour. Le deuxième jour, j'ai eu, mes grands-parents, mon père et mon mari et ensuite, le troisième jour, c'est le jour où je suis remontée, en chambre. Donc le troisième jour, j'ai pas encore eu mes enfants parce que vraiment j'étais très fatiguée. J'ai eu mon mari, ma belle-sœur. Et quand on a des enfants et qu'on les voit pas aussi longtemps, c'est pas, difficile psychologiquement aussi? Parce qu'en en fin de com je suis pas maman, mais je pense que je peux m'imaginer que, ça doit être, psychologiquement, très dur de se savoir, loin C'est d'eux. horrible, hein, c'est horrible. Surtout que moi, je suis le genre de maman, maman poule. Je laisse pas mes enfants à n'importe qui, je laisse pas mes enfants trop longtemps. Donc bon là, je l'ai laissé à mon mari, donc voilà, je savais qu'il allait gérer. Mais ouais, de pas les voir pendant du coup 4 jours, ça a été, compliqué. Mais après d'un côté, je me dis: «Tant mieux» parce que c'était pas ouf à voir, donc c'est pas plus mal. Tu changes de service pour être en service de chirurgie cardiaque. Est-ce que tu as des traitements à prendre après cette opération-là? Et quelles sont les suites,
Est-ce que après l'hospitalisation, tu peux directement rentrer chez toi? Ou est-ce qu'il faut que tu passes par une rééducation? Parce que je sais que quand on ouvre le sternum, la rééducation Mmh. cardiaque, elle est quand même, bien Ben, importante. alors du coup, les traitements, c'est vrai qu'on s quand on sort de réanimation, on a plein de médicaments que enfin, j'avais un anti-inflammatoire, ensuite j'avais, du Cardésique, ça que j'ai toujours, c'est, un anti-agrégant plaquettaire. Donc ça, normalement, je l'ai à vie. Du Doliprane pour la douleur un protecteur gastrique, justement pour, l'anti-inflammatoire et ensuite, en fait, j'ai fait un petit peu de tachycardie, j'avais le cœur qui tapait quand même assez fort. Donc on est parti sur un traitement de bêta-bloquant, que j'ai toujours également et donc du coup après on me dit donc il y a une semaine en gros, d'hospitalisation. Le jour de votre départ dépendra de la place, en rééducation cardiaque. Donc oui, ça a mis une semaine et donc moi mon chirurgien, enfin la personne qui m'a opéré m'a dit que normalement c'était une semaine de rééducation cardiaque, en hospitalisation complète et une semaine en ambulatoire et c'est vrai que quand j'étais en réanimation, mon mari et mon père quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit: «Mais en fait, la deuxième semaine, il faut que tu la fasses, en hospitalisation complète quoi. Vraiment, prends le temps qu'il faut pour, pouvoir récupérer» et quand je suis arrivée en rééducation cardiaque, ils m'ont dit: «Mais jamais de la vie, une semaine en hospitalisation complète et une semaine en ambulatoire. Nous, c'est minimum 3 semaines en hospitalisation complète». Est-ce qu'on t'avait un petit peu parlé de ce que c'était la rééducation cardiaque? Tu savais ce que tu allais y faire, à quoi ça servait ou pas du tout? J'avais mon grand-père, je lui posais des questions, je lui disais: «Voilà, c'était quoi enfin, qu'est-ce que tu faisais?» donc il m'expliquait qu'il y avait des ateliers et de l'activité physique. Mais sinon, pas non, pas tant que ça, je m'étais pas trop penchée sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ta rééducation cardiaque? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais, quels sont les détails que tu veux nous partager là-dessus? Moi, je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit: «Bon, je vais dans un nouvel endroit» et comme j'ai avec ce qui m'arrivait, j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens. Je me suis dit: «Enfin, on va voir comment c'est cet endroit». C'est vrai que j'arrive un vendredi après-midi, il y a pas beaucoup de monde parce que, ben, les soignants sont partis. Bon, c'est un petit end c'est pas un grand centre, hein, c'est un petit centre. Un peu sceptique, en fait. Je me dis: «Bon, on va voir». Donc je tombe sur, par contre, sur une interne, en cardiologie super sympa qui s'appelle comme moi, en plus. Donc le courant passe super et elle me motive, en fait. Elle rentre dans ma chambre, elle me trouve allongée, elle me dit: «Non, non, mais là, enfin, faut pas rester allongée. Bah, là, maintenant, à partir de maintenant, ça va être, une étape cruciale et il va falloir, reprendre à bouger réapprendre à bouger et bouger». Et donc du coup, ça a été, au début, ça a été compliqué, mais en fait, ça a été une expérience, de dingue et j'ai fait des très belles rencontres, donc je suis trop contente. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris toi pendant ta rééducation Ben, cardiaque? j'ai appris plein de choses, vraiment aussi bien, en activité physique qu'avec les ateliers qui nous étaient thérapeutiques, qui nous étaient proposés. Déjà en activité physique, j'ai appris ce que c'était réellement l'activité physique. C'est de faire un effort quand même, plus ou moins soutenu pendant 30 à 45 minutes alors que bon avant je faisais 20 minutes, je me disais: «C'est bon» ou 15 minutes, je me disais: «C'est bon, j'ai fait du sport». Donc en fait, j'ai appris à travailler le cardio, chose que j'avais jamais fait et après au niveau de l'alimentation, au niveau, du fonctionnement du cœur, après il y avait un atelier pour le stress aussi, non ça m'a vraiment apporté plein, plein, plein de choses, vraiment et donc du coup, c'est une étape cruciale en fait parce que ça nous permet de vraiment reprendre confiance en nos capacités physiques et de reprendre confiance, en notre corps après une grosse intervention comme ça et c'est pas évident. Et c'est bien que tu le dises parce que je pense qu'aussi c'est effectivement une étape, cruciale sur plein de plans comme tu disais, à la fois physique mais aussi mental et la confiance et ben, comme dit, faut la reconstruire après tout ce qui s'est passé et donc je suis contente que tu aies pu trouver tout ça et que ça t'ait aidé et apporté quelque chose. Ta rééducation du coup, elle dure, et du coup tu fais 3 semaines, en Non, du coup, je fais 2 hospitalisation semaines parce qu'il complète? y avait les fêtes de Noël et donc du coup, ils m'ont dit: «Bon, elle a des enfants», enfin, ils m'ont dit: «On vous laisse sortir, quoi» et après, par contre, je retourne en ambulatoire, en ce qui s'appelle un hôpital de jour, uniquement du sport et quelques ateliers qui peuvent potentiellement m'intéresser, tous les jours pendant 1 semaine, il me semble.
Comment se passe ton retour à la maison? Parce que du coup, là, tu avais enchaîné les hospitalisations et quand tu es en ambulatoire, tu retournes quand même chez toi. Est-ce que tu as appréhendé ce moment? Est-ce que c'était compliqué pour toi de retourner à la maison, de sortir complètement du C'était milieu super médical? compliqué. En fait, avant de retourner déjà totalement à la maison, on a des autorisations. Donc pas le premier week-end parce que je suis arrivée le premier week-end, mais le deuxième week-end, j'ai une autorisation, de retourner un jour, même pas une nuit, hein, vraiment la journée à la maison et j'avais attrapé, le kiné, qui me faisait faire les exercices et je lui avais dit: «Moi, j'habite au troisième étage sans ascenseur. Franchement, je pense pas que je vais réussir à monter les marches». Et il m'a dit: «Ah bon? Allez venez, on va monter 4 étages». Il m'a fait monter les 4 étages, il m'a dit: «Voilà, enfin montez-les et puis si jamais vous êtes essoufflé, ça sera, en fait, c'est l'effort physique après une intervention, c'est au niveau de l'essoufflement qu'on voit, si on est apte ou pas à faire de l'effort» et donc franchement, il m'a redonné confiance direct, mais c'est vrai que j'appréhendais énormément le fait de devoir retrouver ma vie d'avant, surtout que j'aime pas rester sans rien faire et ce genre de choses, quoi et à la fois j'ai peur, donc c'est très mitigé. Du coup, j'imagine que la vie, elle a quand même, changé dans le sens où tu as vu le avant-après. Par exemple, surtout sur tes 3 étages. Avant, tu montais tes 3 étages, tu étais peut-être sûrement essoufflé et maintenant tu les montes, peut-être en un claquement de doigts, je sais pas? Bon, quand même pas en un claquement de doigts, mais ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'essoufflement, après avant je faisais les choses sans trop réfléchir, sans je montais des sacs de courses, je travaillais dans le bâtiment avec mon mari, enfin vraiment je me pensais, invincible. Donc là, c'est vrai que maintenant avec le recul, je fais plus attention par rapport à ce que j'ai eu. Mais oui, niveau physique, oui, c'est vrai que l'essoufflement a beaucoup diminué. Pendant toute cette période-là, tu t'arrêtes de travailler. Quand est-ce que tu peux reprendre le travail? Le métier que je faisais quand j'ai appris, que j'étais victime de l'anomalie, que j'ai eue, c'était auxiliaire de vie et en fait, après ce qui m'est arrivé, je me suis dit: «Tu» c'est égoïste, hein, mais je me suis dit, enfin, avant de prendre soin des autres, en fait, je vais déjà prendre soin de moi et je vais essayer de trouver quelque chose, plus calme et moins physique. Donc du coup, j'ai commencé à rechercher du travail, à partir de 3 mois après l'intervention. Et du coup, tu as décidé de te réorienter, enfin, du coup, d'arrêter, auxiliaire de vie et quel était quand tu as décidé de changer, est-ce que tu avais une idée de ce que tu avais envie de faire? Et ouais. Ouais, de retourner dans le secrétariat médical, parce que déjà le milieu médical, j'aime bien et le secrétariat aussi et c'est quelque chose de plus tranquille quoi donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et comment est-ce que tu vas aujourd'hui, Marion? Ça va bien. J'ai l'impression d'avoir repris, une vie, enfin normale. Le la il y a eu dans cette étape, il y a eu il y a eu plusieurs, changements, heu et la rééducation cardiaque, ça a été vraiment quelque chose de super important pour moi, et j'y retourne, régulièrement pour faire des ateliers thérapeutiques et discuter avec les patients qui viennent se faire opérer du cœur. Donc ça m'a énormément aidée, le retour à la maison, la famille et aussi de travailler en fait. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à moins penser à ce que j'ai vécu et ça m'éloigne un peu de cet épisode compliqué de ma vie. Que je voulais savoir, c'est que du coup, tu en retires beaucoup de choses, enfin et peut-être aussi je trouve que c'est une manière aussi de mettre à profit ce que tu as vécu et de le partager à d'autres. C'est ça aussi qui est chouette dans le fait que tu puisses, toi, aujourd'hui, animer des ateliers et accompagner des personnes, qui ont des opérations du cœur, qui sont passées peut-être par les mêmes étapes que toi, même si la pathologie, c'est pas la même. Bah, moi, je pense que le fait de parler, c'est une thérapie déjà, en soi. J'imagine que de partager ça avec, d'autres patients, ça fait notre thérapie à nous et la thérapie à eux en même temps. Enfin, moi, je le vois comme ça, je sais pas comment toi tu le vois? Pareil, en fait, moi, ce qui m'a fait alors à l'hôpital, après l'intervention, c'est vrai que je marchais beaucoup dans les couloirs, pour activer le cœur un peu, quoi et je rencontrais des gens, je m'arrêtais parler avec eux, mais c'est vrai que le fait de me retrouver en rééducation cardiaque et de pouvoir parler avec des gens qui venaient de vivre la même chose que moi, je trouvais ça trop cool, en fait, même si on n'avait pas le même âge, parce que j'étais la plus jeune et ouais, il y a pas beaucoup de jeunes, en fait, hein, dans ce genre d'endroit. Ça m'a fait tellement du bien de parler parce que les soignants, ils font un métier qui est extraordinaire et j'ai eu de la chance de tomber
sur des personnes, fabuleuses et bienveillantes, mais comme ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, ils ont pas vécu. Ils l'ont pas vécu. Donc c'est vrai que quand on a des symptômes et on s'inquiète pour certains symptômes, bien souvent ils disent: «Oui, vous inquiétez pas», mais comme ils le disent, ben, en fait, on peut que dire ça parce qu'on ne sait pas, en fait, on n'est pas à votre place. Mais ce que je propose aux gens en animant ces ateliers thérapeutiques, c'est un temps de parole où ils peuvent échanger, surtout où je peux, à mon échelle, leur donner, ben, des conseils et ma vision des choses et leur expliquer qu'après ça va aller, même si c'est compliqué, sur le moment et ça va aller. Ça va pas toujours être facile, mais ça ira. Tu un patient témoin quoi, Mmh. on va dire. Exactement. Et c'est recherché, hein. Ouais. Mais c'est dommage que ce ne soit pas rémunéré parce qu'en fin de compte, tu as tout autant droit, à de la rémunération parce que, bah, tu passes du temps, tu donnes de ton temps, même si tu aimes faire ça, mais je trouve ça intéressant. J'ai eu la chance d'être entourée par ma famille, par mes enfants qui sont venus me voir, tous les jours, mais je sais bien que dans la rééducation, il y avait des, personnes qui étaient seules. Par exemple, nous à Marseille, on accueille beaucoup de gens qui viennent de Corse parce qu'en Corse, ils ont pas les structures nécessaires pour ce genre d'intervention et c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient seuls, sans famille. Je me disais: «Mon Dieu, mais moi, si je suis dans cet état-là et que j'ai tous les jours quelqu'un, qui vient me voir» parce qu'il y avait des moments où ça allait. Il y avait des moments où je me réveillais le matin en pleurant sans savoir pourquoi, enfin et je me disais: «Mais mon Dieu, ces gens, enfin, ça me fait trop de la peine, ça me crève le cœur de savoir qu'ils sont seuls et qu'ils ont une épreuve comme ça à vivre en étant seuls, en fait». Moi, je voulais juste, encore savoir, ton suivi médical aujourd'hui, il se résume à quoi? Aujourd'hui, il se résume à donc du coup l'année de l'intervention. Un contrôle tous les 6 mois et après ça sera tous les ans et après bon, pendant le contrôle, ils font des examens assez basiques, hein, du style une échographie cardiaque et un électrocardiogramme et j'ai repassé un cours au scanner, la veille, en fait, avant de sortir de l'hôpital pour aller en rééducation. Et je voulais souligner dans le sens où, bah, tu t'es fait opérer en début d'année Ouais. et tu arrives déjà à en parler avec tellement de recul Ouais. que je pense que beaucoup de gens vont se Eh demander ouais, comment tu ben ouais, fais. après c'était en fin d'année. C'est vrai qu'en fait, c'est trop bizarre parce que va y avoir des périodes où je vais beaucoup y penser et il va y avoir des périodes où, quand je suis prise par mes tâches quotidiennes de la vie, où c'est vrai que je vais pas y penser et avec le temps, j'ai l'impression qu'en fait, des fois, le matin, je me réveille et ça reste un peu comme c'est fou de dire ça, mais comme un cauchemar, en fait. Des fois, je me dis: «Mais c'est dingue, enfin, je me suis fait opérer à cœur ouvert» et c'est comme si je réalisais pas. En fait, au plus je m'en éloigne et au plus je réalise de moins en moins que je me suis fait opérer à cœur ouvert. C'est trop bizarre. Et niveau psychologique, je voulais encore, te demander, mais c'est OK si tu veux pas y répondre, mais en tant que femme justement, Mmh. est-ce que, tu oses montrer la cicatrice? Est-ce que tu es pas en symbiose, mais est-ce que tu es OK de oui voilà, est-ce que tu acceptes, ta cicatrice? Parce qu'on est d'accord qu'à corps ouvert, bah, c'est une cicatrice et elle est pas forcément petite, mais est-ce que tu acceptes, Ouais, cette en fait, oui, cicatrice-là? parce que je pense que d'avoir vu mon grand-père avec une cicatrice comme ça, je pense que ça m'a un peu, je sais pas comment le dire, mais ça me finalement, ça me choque pas, en fait et c'est vrai que quand on dit aux gens, vraiment, hein, quand on dit aux gens qu'on va se faire opérer à cœur ouvert, la plupart du temps, la première chose ce dont ils m'ont parlé, c'est: «Oh mon Dieu, tu vas avoir une cicatrice». Alors qu'en fait, maintenant, je suis trop fière de l'avoir cette cicatrice, même bien évidemment que j'ai pas honte de la montrer. Enfin, si elle est là, enfin, c'est pas pour rien et c'est grâce à elle que je suis encore là et c'est non, c'est vraiment je mets des, t-shirts ras le cou, par rapport au temps qu'il fait dehors parce que je sais qu'il faut pas l'exposer au soleil et même si on met de la crème solaire, il faut mettre un t-shirt, donc pour qu'elle, on va dire pour qu'elle, mûrisse bien, mais non, enfin, dès que je peux la montrer, enfin, après je la montrerai sans problème ou ça m'empêche pas de vivre. Je comprends tout à fait, je suis dans la même team. Heu,
Un petit conseil pour l'été, si jamais tu vas aller à la mer, vu qu'à Marseille, il y a la mer, les t-shirts Décathlon anti-UV, ils sont top. Merci, je prends. Et du coup, en dernière question, pour, l'engagement, est-ce que, cette épreuve t'a changé et si oui, dans quelle, façon de voir la vie, la santé et les Ben, autres? ouais, ça m'a changé dans le sens où, à certains niveaux, je me prends beaucoup moins la tête qu'avant. Malheureusement, je dirais que avant, j'avais peur de la mort parce que bon, quand on est hypocondriaque, on a fatalement peur de mourir, en fait, hein, c'est pas j'avais plus peur de la mort que peur des maladies en elles-mêmes. Mais ça m'a fait réaliser qu'en fait, ben, ça peut arriver, malheureusement. Ça m'a fait prendre conscience que vraiment ça peut arriver, mais après voilà, c'est il y a j'ai que des bons enfin je suis contente d'être là. Ça m'a fait prendre conscience que la médecine est en évolution, ben, qu'ils font des trucs de fou, en fait, hein, tout simplement. Et qu'on a de la chance d'être en France, vraiment, parce que c'est pas tous les pays ont la chance de subir une intervention comme ça et de payer pas grand-chose, voire de rien payer, donc on a vraiment trop de chance. Et après, d'un point de vue personnel, oui, de profiter de la vie et de me prendre la tête, enfin, du moins d'essayer de me prendre la tête, sur des choses qui le valent vraiment plutôt que sur des petites broutilles. Enfin, merci pour ton partage, à ce sujet-là. Les dernières questions que j'ai à te poser, ça peut recouper ce que tu viens de dire parce que est-ce qu'avec le recul, qu'est-ce que tu peux retenir de cette, traversée donc, de toute, la découverte du coup de ton anomalie congénitale au niveau de tes artères, coronaires jusque la fin de ta rééducation cardiaque et la reprise, enfin le changement professionnel et tout ça? Ce que je retiens, c'est que, ben, c'est qu'il faut profiter de chaque instant de la vie et s'écouter surtout. C'est ce que je dirais. Si tout le monde nous dit qu'on est hypocondriaque et qu'on casse les pieds à tout le monde, je pense qu'en fait, des fois, le corps, il nous envoie des signaux d'alarme et il faut vraiment les écouter et persévérer. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes enfants, hein, quand ils ont mal, je leur dis: «Mais est-ce que tu as vraiment mal?» Enfin, vraiment, c'est super important. C'est en quelque sorte ce qui m'a sauvée, donc Est-ce qu'il y aurait quelque chose, si tu avais pu le savoir avant, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on tu aurais voulu qu'on te dise avant que tu traverses toutes ces épreuves? ouais, qu'on me parle plus de la réanimation, sans doute, ça c'est sûr et certain qu'on m'en informe plus parce que j'aime bien savoir les choses avant de les vivre, en fait. Je sais que le personnel médical est des fois, peut-être pas obligé, mais selon certains traits de caractère, à ne pas trop en dire pour ne pas avoir, des répercussions qui sont quand même, importantes. Mais un truc simple, le fait d'enlever des drains, j'aurais aimé qu'on me dise pas que ce soit juste désagréable. Voilà, ce genre de choses. Je préfère savoir les choses comme elles sont. Juste me parler de la réanimation un peu plus, en fait. Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui à celles et ceux qui nous Ben, mon écoutent? message, en essayant d'être positive, c'est qu'on peut, avoir été opéré du cœur, après je sais qu'il y a différentes, pathologies et qu'il y a des pathologies qui sont plus ou moins graves, mais bon, on peut reprendre une vie, quasiment normale et je peux vous dire que c'était pas gagné quand j'étais à l'hôpital et que j'avais pas du tout cet état d'esprit. J'étais plus, du style à pleurer, à m'imaginer tous les scénarios possibles des suites, opératoires, à me dire: «Putain, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça». Mais ouais, que la vie, elle continue, heureusement et en bien et voilà, de garder espoir et ensuite concernant, c'est vrai que concernant tout ce qui est, diagnostic malheureusement, je trouve qu'il y a un laisser-aller au niveau des diagnostics et de l'écoute des patients au niveau de la médecine parce que enfin de certains médecins parce que, ben, j'ai pu me rendre compte en rééducation cardiaque que bien souvent les femmes, en fait, elles étaient pas écoutées et leur diagnostic avait mis du temps avant d'être posé. Je suis pas la seule dans ce cas-là donc voilà. De persévérer quand on est, à peu près persuadé d'avoir, quelque chose. Merci de nous le rappeler ça, Marion. En tout cas, on est toutes les 2 super contentes que tu aies pu nous déposer, tout ça aujourd'hui avec, ouais, comme dit Fanny, c'était hier, quoi. Enfin, je veux dire, ça ça fait pas longtemps du tout que tu as fait tout ça et c'est vrai que tu en parles, déjà avec beaucoup de
Bah, de de recul. recul et du coup, merci, d'avoir, dit oui à notre proposition, d'enregistrement et parce que, ben, c'est trop chouette quoi de pouvoir, écouter ces témoignages et je pense que ça pourra être bénéfique, à tous ceux qui en auront besoin J'espère. de l'entendre. Merci Merci à beaucoup vous. Marion. Merci Marion pour ce témoignage si puissant, si précieux. Ton histoire, c'est celle d'une vigilance, d'un instinct qu'il ne faut jamais étouffer et surtout d'une reconstruction inspirante. Tu nous rappelles que connaître son corps, l'écouter, le respecter, c'est essentiel. Et que, parfois, même les cœurs les plus sportifs peuvent cacher des vulnérabilités. Mais avec du soutien, de la rééducation et de la lumière, on peut avancer. Un battement après l'autre.